Salut les terriens, chaque semaine nous vous proposons 2 vidéos sur le programme Starship de SpaceX dont l'objectif est de créer une fusée surpuissante et 100% réutilisable afin, dans ce qui est annoncé, de coloniser Mars et plus largement le système solaire. Par conséquent, nous avons pensé qu'il serait judicieux de consacrer quelques épisodes à cet homme qui est à l'origine de ce projet complètement fou, je vais bien sûr parler d'Elon Musk. Ce père de 11 enfants, et oui quand même, obsédé par la lettre X, célébrité incontournable du moment dont les excès ou les manquements intriguent et fascinent autant que son syndrome Asperger, ingénieur touche-à-tout, investisseur visionnaire et fauve redoutable dans les affaires, fondateur entre autres de SpaceX, Tesla, The Boring Company et de Neuralink, l'homme a surtout révolutionné le secteur de l'aérospatial en créant un lanceur réutilisable, le Falcon. Et pour la petite histoire, au lieu de l'échec cuisant que lui prédisaient les spécialistes de l'époque, il fait l'affront à ses plus fidèles détracteurs de réussir son pari. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, non, il veut également faire marcher à nouveau les paraplégiques, redonner la vue aux aveugles, faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, en bref, bien accomplir des miracles. Mais quelles sont les véritables intentions de Monsieur Musk? Qui est-il vraiment? Un Jésus 2.0 ou un mauvais génie? Un être venu d'une autre planète, pourquoi pas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette série de plusieurs vidéos consacrées à l'une des personnalités publiques les plus controversées de ce début de siècle. À tous ceux que j'ai pu choquer, j'ai juste envie de dire, j'ai réinventé la voiture électrique et je vais envoyer des gens sur Mars dans une fusée. Vous n'imaginez pas qu'en plus je serai un mec tranquille et normal? C'est la première citation d'Elon Musk, celle que l'on peut lire au tout début de ce livre, écrit par Walter Isaacson, un auteur et biographe américain, ancien PDG de CNN, ancien directeur de la rédaction du magazine Time. Il a notamment écrit les biographies de Henry Kissinger, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Léonard de Vinci, ainsi que celle de Steve Jobs. Et tout comme Walter Isaacson, loin de moi l'idée de vous convaincre de quoi que ce soit à propos d'Elon Musk, surtout après avoir lu cette biographie, à laquelle je me réfère et que je vous conseille vivement d'ailleurs. He said, I just want to surprise you about the transparency. And my side of the deal was fine. I want to be everywhere, but you get no control over the book. You don't even get to read it before it comes out. You've written a lot of books. Il est vrai que le PDG de SpaceX aime bien mettre les pieds dans le plat, et il n'est donc pas étonnant qu'il puisse plus souvent qu'à son tour cristalliser certaines résistances, voire catalyser des haines viscérales, ou encore, et à l'extrême opposé du prisme des sentiments humains, provoquer une admiration presque béate. Il suffit de demander autour de vous ce que les gens pensent de cet homme et vous obtiendrez toutes sortes de réactions extrêmes, en tout cas très rarement des avis mitigés. Mais si, comme moi, vous n'êtes ni inquisiteur, ni voyant, ni même fanatique de la célébrité en général, alors intéressons-nous ensemble à l'enfant Musk, un petit qui, par la fenêtre, observait les feuilles des arbres lentement changer de couleur au lieu de travailler en classe. Elon Musk serait donc bien né sur Terre le 28 juin 1971 à Pretoria en Afrique du Sud. Fils d'un riche ingénieur et promoteur immobilier sud-africain, Errol Musk, et de Mai Haldeman, une nutritionniste et mannequin canadienne. Il a aussi une petite sœur, Tosca, et un petit frère, Kimball. Ce dernier d'ailleurs deviendra son associé par la suite dans de nombreuses aventures. Rappelons tout d'abord que l'Afrique du Sud, dans les années 80, est un pays extrêmement violent où les attaques à l'arme de guerre ou au couteau sont monnaie courante. Alors que le terrible régime de l'apartheid est en train de prendre fin, le petit Elon, âgé de seulement 6 ans, se voit arracher un bout de chair dans le dos par l'un des chiens de la famille, son préféré qui était censé garder la propriété. Tout petit, Elon montre déjà des signes d'un caractère bien trempé, il ne se soucie guère de sa douleur ni des séquelles qu'il gardera de ce morceau de chair arraché. Une fois à l'hôpital, il refusera de se laisser recoudre. Vous n'allez pas le tuer, hein, et suppliera pour qu'on épargne la vie de son chien. Bien évidemment, les adultes en décideront autrement et son fidèle compagnon sera euthanasié. Après ça, ils l'ont évidemment buté. L'école sera aussi pour lui le théâtre de nombreuses déconvenues et de cruelles expériences. Elon est alors un garçon frêle et plus petit que la moyenne, l'enfant ne montre aucun signe d'empathie envers les autres, ne semble pas vouloir se faire apprécier et encore moins ne désire s'intégrer à quelconque groupe d'élèves. Ce trait de caractère lui pose déjà des problèmes en société, attirant de fait la méchanceté de ses camarades comme un aimant. Un jour où tous les élèves sont réunis, il se verra d'abord agressé verbalement par un élève et sa bande, puis se fera agresser physiquement dans la cour de récréation, recevant des coups de pied à la tête, chutant ensuite dans l'escalier en béton.
Son frère Kimball témoigne ici de la terrible violence des agresseurs. Ils se sont assis sur lui et ils l'ont tabassé sans fin en lui défonçant la tête. Quand les gars ont laissé tomber, je ne reconnaissais même plus son visage. Ce n'était plus qu'une masse informe de chair, tellement enflée que ses yeux étaient à peine visibles. Quand on lui demande comment il perçoit son rapport à l'adversité, Elon Musk dit ceci: « J'ai été façonné par l'adversité, mon seuil de tolérance à la douleur est devenu très élevé. » D'autant que son père, Elon Musk, ne lui facilite pas la chose et accuse même son fils d'être le seul responsable des coups qu'il reçoit. L'homme est dur, intransigeant, le traite de débile ou d'imbécile, alors même que les mots d'un père devraient être rassurants, protecteurs et réparateurs. Une indifférence paternelle qui n'encouragera évidemment pas le jeune Elon à s'ouvrir sur le monde, ni ne l'incitera à montrer une quelconque empathie pour les autres. L'ombre portée par son père le fait se fermer émotionnellement et le fera basculer plus tard en mode démon, comme le dit l'une de ses ex-compagnes, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Quand on l'interroge à ce sujet d'ailleurs, Musk semble conscient de ce travers. Quelqu'un a dit un jour que chaque homme tente de se montrer à la hauteur des attentes de son père ou de réparer ses erreurs, écrit Barack Obama dans ses mémoires, une terre promise, et je suppose que cela explique la sorte de maladie dont je suis atteint. Et oui, seulement voilà, peut-on sans cesse prendre pour excuse le comportement de ses parents? Est-ce que justement l'âge adulte relève-t-il pas de la responsabilité que l'on prend à propos de ses propres comportements? Selon son entourage, il passe d'un extrême à l'autre tout en ignorant les transitions ou la moindre graduation entre chaque état. Il peut ainsi s'avérer très extraverti et tout d'un coup devenir très introverti. Il peut se taire longuement et soudain dire tout ce qui lui passe par la tête, être très cordial, avenant, souriant et l'instant d'après être odieux pour parler poliment, donc ange et démon à la fois. Une ambiguïté permanente qui le fait parfois se comporter comme quelqu'un de particulièrement mal élevé. Sa capacité à se fermer à toute émotion, à toute peur même, ne lui causera pas que des soucis, mais lui permettra aussi d'être l'instigateur de véritables innovations. Et oui, car quand vient l'heure de révolutionner un secteur technologique, de prendre des décisions tranchées, enfin bref de prendre des risques, Musk se révèle être un stratège hors pair. Sa tolérance à la prise de risque est équivalente, si ce n'est supérieure à sa tolérance à la douleur, selon Walter Isaacson, son biographe, le faisant ainsi apparaître comme un extraterrestre dans des sociétés occidentales qui, plus que jamais, évitent le risque, cherchent à s'en prémunir ou souhaitent même le faire disparaître complètement de notre quotidien. Mais non, encore une fois, Elon Musk est bien humain, et comme tout terrien, il dispose d'un héritage familial, pour ne pas dire génétique. En effet, son grand-père maternel et canadien, Joshua Haldeman, achètera un avion sans pour autant disposer des connaissances nécessaires au pilotage de l'engin. Ce dernier finira toutefois par devenir un pilote aguerri, avant de s'expatrier par la suite avec sa petite famille en Afrique du Sud. Du côté de la grand-mère paternelle, là aussi on retrouve encore ce goût pour l'aventure. De son prénom Cora, réfugiée d'Angleterre, expatriée elle aussi en Afrique du Sud, sa grand-mère fera la connaissance de Walter Musk, un cryptographe et officier de renseignement militaire qui participe en Égypte à abuser les troupes allemandes en déployant des armes et des projecteurs de poursuite factices. Un goût de l'aventure et du risque dont héritera le jeune Errol, le père d'Elon, et qui, comme par hasard, lui aussi aime voler. Elon Musk et May Haldeman se marieront pour le meilleur mais également et surtout pour le pire, car leur relation connaîtra psychodrame sur psychodrame. Ce goût du risque prédestinera le jeune Musk à devenir un véritable homme d'affaires doublé d'un doux rêveur, passionné par la conquête spatiale. Un autre trait de caractère de Musk qui coïncide bien avec son goût immodéré pour la prise de risque, c'est son entêtement, ou si vous préférez cette volonté imperturbable d'obtenir à tout prix ce qu'il veut, au moment où il le veut et de la façon dont il le veut. Une véritable tête de mule qui persévère jusqu'à obtenir ce qu'il désire. Son père d'ailleurs en fera les frais, au sens propre comme au figuré, lorsque le petit Elon, alors âgé de 8 ans, viendra lui réclamer avec insistance, et malgré les rapports conflictuels qu'ils entretiennent, une moto. L'enfant se tient debout et à côté de son père qui est assis dans son fauteuil. Ce dernier l'ignore superbement, mais Elon, sans bouger, continue de le regarder et d'argumenter de temps à autre, comme s'il ne doutait pas du fait que son père allait finir par céder. Et quand le biographe Walter Isaacson demande à Kimball, son frère, ce qu'il a ressenti ce jour-là, il lui confie ceci. C'était extraordinaire de voir ça, il se tenait là, debout en silence, avant de reprendre son argumentation, puis de retourner à son mutisme. Pendant des semaines, le même manège va donc se reproduire. Elon Musk veut absolument cette Yamaha 50cc bleu et or. Il reste alors debout à côté de son père, assis sur son fauteuil. Et enfin, le paternel finit par céder. Il achète enfin cette moto en 2 exemplaires pour ses 2 fils. Une persévérance qui vient peut-être du fait qu'Elon Musk est Asperger. Ce terme désigne un syndrome autistique particulier qui se distingue ainsi d'autres formes d'autisme et se caractérise surtout par des difficultés significatives dans les interactions sociales et des troubles sélectifs de l'empathie. Notons que cette forme d'autisme se différencie néanmoins par l'absence de déficit intellectuel et de retard dans l'apparition du langage.
Si ces limitations sont évidemment handicapantes socialement, elles sont associées à des compétences exceptionnelles dans les domaines des centres d'intérêt surinvestis par l'individu victime de ce syndrome. Et comme par hasard, ces centres d'intérêt sont souvent liés à la chimie, à l'informatique ou d'autres secteurs très techniques. Seulement voilà, l'enfant Musk ne sait pas encore qu'il est Asperger et sa mère, comme bien des mères divorcées, doit mener de front toute seule et pendant un long moment les batailles contre l'administration scolaire de son pays qui n'hésite pas à qualifier son fils, je cite, d'attardé. En classe, le jeune Elon reste muet et se retrouve souvent absorbé par le décor extérieur. Il contemple les feuilles des arbres, les observe changer de couleur quand vient l'automne, et ne semble pas du tout en mesure de communiquer avec le professeur ou ses camarades. Musk dit à ce propos ceci: « Depuis l'enfance, si je pense très fort à quelque chose, tout mon système sensoriel se coupe. Je ne vois plus rien, je n'entends plus rien, je me sers de mon cerveau pour faire des calculs, pas pour traiter les informations qui me parviennent. » Sa mère surenchérit, quand il a ce regard absent, il vaut mieux essayer de ne pas forcer le passage. Dès qu'il a fréquenté l'école, il est devenu solitaire et triste. Kimball et Tosca se faisaient des amis dès le premier jour et les ramenaient à la maison, mais Elon jamais. Il avait envie de se faire des amis, mais il ne savait pas comment. Et comme si cela ne suffisait pas, il traite souvent ses camarades de débiles ou d'idiots, un champ lexical de la dévalorisation sans doute emprunté à son père. Il avouera lui-même avoir toujours eu du mal à décoder les indices sociaux. Quand des gens disaient quelque chose, je les prenais au mot, et c'est seulement en lisant des livres que j'ai fini par me rendre compte qu'ils ne disaient pas forcément ce qu'ils pensaient vraiment. Un syndrome qui fait donc qu'Elon Musk préfère les choses bien concrètes, telles que la physique, le code à l'informatique ou l'ingénierie, à toute forme de psychologie. Avant le divorce de ses parents, Musk va finalement choisir d'aller vivre avec son père, qui pourtant a souvent été cruel et intransigeant avec lui. Et oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Sa grand-mère paternelle, Cora, le convainc que ce n'est pas juste que son père soit seul, alors que sa mère a toujours ses 3 enfants avec elle. Et s'il y a bien une corde sensible chez Elon, c'est le sentiment de solitude qui lui fait terriblement peur, à la fois pour lui-même, mais aussi par ricochet pour ses proches. Lors d'une interview accordée à la revue Rolling Stone, un magazine bimensuel américain traitant de la pop culture, il affirmera qu'enfant il se répétait souvent ceci: « Je ne veux jamais être seul, c'est ce que je répétais, je ne veux pas être seul ». À 10 ans donc, il décide de prendre tout seul le dangereux train de nuit de Durban pour Johannesburg afin de rejoindre son père. Et quand Walter Isaacson, le fameux biographe de Steve Jobs, lui demande pourquoi il a fait ce choix fatidique qu'il dit regretter aujourd'hui, Elon Musk lui répond ceci: « Mon père était seul, si seul, et j'estimais que je devais lui tenir compagnie. » Un choix qui peut paraître paradoxal et qui relèverait plutôt pour le coup du syndrome de Stockholm, plus que du syndrome d'Asperger au vu du personnage intransigeant que la fratrie décrit. Et pourtant, c'est une décision qui s'explique assez facilement si l'on recontextualise la période à laquelle Musk choisit de partir vivre chez son père. Tout d'abord, ce dernier connaît un succès temporaire mais ostentatoire dans les affaires. Il possède une Rolls-Royce Corniche décapotable couleur or, des encyclopédies et toutes sortes d'outils d'ingénierie, ce qui est très attractif pour un enfant en quête de reconnaissance et qui admire son père malgré tout. Sa mère, elle, certes aime profondément son fils, mais se trouve bien trop occupée à travailler pour nourrir et habiller ses 3 enfants, et elle souffre encore visiblement des tromperies de son ex-mari. Pour couronner le tout, et c'est sans doute là que se trouve l'une des raisons principales de son choix, Elon Musk lui aussi se sent profondément seul, il n'a pas d'amis et vit un véritable mal-être en société en général. Elon Musk lui apparaît alors comme une présence adulte disponible, comme un homme victime de son mauvais caractère, mais qu'il faut sauver des affres de la solitude. Cela s'est avéré être vraiment une mauvaise idée, reconnaîtra-t-il plus tard, d'autant que Kimball ne veut pas laisser son grand frère tout seul avec son père. « Je ne voulais pas laisser mon frère seul avec lui, mon père a culpabilisé Elon pour le convaincre de venir vivre avec lui, et ensuite il en a fait autant avec moi. » La vie avec son père sera tout de même initiatique et à bien des égards. C'est durant cette période en effet qu'Elon découvre les jeux vidéo lors d'un voyage organisé par Errol aux États-Unis. Il va aussi gagner en carrure, le petit Elon frêle qui se laissait tabasser c'est de l'histoire ancienne, il a grandi désormais et l'adolescent possède un beau gabarit, un comportement dépourvu de peur, et ses cousins d'ailleurs ne s'y trompent pas, il compte à présent sur lui dès qu'il s'agit d'apporter un argument physique dans des bagarres ou des conflits lors de leurs différentes sorties nocturnes. Enfin et surtout, Elon obtient de très bonnes notes en mathématiques et en anglais, même si ses professeurs trouvent qu'il, je cite, « travaille avec une extrême lenteur, soit parce qu'il rêve, soit parce qu'il est dissipé. Qu'il termine rarement son travail, que l'an prochain il devra se concentrer sur ses devoirs et ne pas rêvasser en classe. » Avec une moyenne générale de 83 sur 100 tout de même avant de rentrer au lycée, il ne délaisse pas pour autant ses loisirs. Et oh coïncidence me direz-vous, sur son temps libre, il s'amuse à fabriquer de petites fusées et à expérimenter différents mélanges en guise de carburant, comme par exemple du chlore pour piscine et du liquide pour frein, afin de savoir quelle mixture provoquera la plus grosse déflagration.
Non vraiment, j'ai beau chercher, je ne vois pas ce qui le prédestinait à révolutionner l'aérospatiale. Plus tard, en grandissant, et alors qu'il cherche des réponses, lors de discussions sur la religion avec sa mère en particulier, Musk se rend compte que seule la science peut être en mesure d'expliquer le monde tel qu'il est, et que l'idée d'un créateur est parfaitement inutile à ses yeux. Car la question qu'il se pose de façon intense et sans discontinuer est la suivante: d'où vient l'univers et pourquoi existe-t-il ? Et il se rend bien compte que si la physique est capable d'expliquer le comment, elle se révèle bien incapable par contre de répondre au pourquoi. J'ai voulu essayer de comprendre ce qu'était le sens de la vie et de l'univers, et ça m'a réellement déprimé parce que la vie était peut-être dénuée de signification. Faisant un tour chez Nietzsche, Heidegger et Schopenhauer, aucun de ces philosophes existentialistes ne lui fourniront de réponse valable, et même au contraire, le plongeront un peu plus dans un désespoir sans nom. Heureusement, il y a les livres et leur imaginaire, Révolte sur la Lune de Robert Heinlein, qui traite d'une colonie pénitentiaire sur notre satellite, administrée par un super ordinateur où il est question d'intelligence artificielle. Ou encore Les robots de l'Empire d'Isaac Asimov, où il est question de la loi de zéro qui dit qu'un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. La série Fondation, du même auteur, et la loi de zéro ont été fondamentales dans la création de SpaceX, confiera-t-il plus tard. Enfin, au-delà de toute référence, le guide du voyageur galactique de Douglas Adams lui ouvrira la porte d'un univers délicieusement loufoque où les habitants de la galaxie tentent de comprendre, à l'aide d'un superordinateur appelé Pensée profonde, la réponse ultime à la question de la vie, de l'univers et du reste, la réponse qui d'ailleurs se trouve être 42. Le guide du voyageur galactique m'a aidé à sortir de ma dépression existentielle, et j'ai vite compris que cette histoire était incroyablement drôle, avec beaucoup de subtilité. Ce que j'ai retenu du livre, c'est qu'il nous faut élargir le champ de la conscience afin d'être mieux à même de poser les questions relatives à la réponse, c'est-à-dire à l'univers. Bon les terriens, peut-être qu'en découvrant l'enfance d'Elon Musk, vous vous dites que cet homme est au bout du compte tout simplement humain, donc capable du pire comme du meilleur. Quant au vide abyssal d'une crise existentielle d'adolescent, l'homme a trouvé un sens en le comblant par un travail acharné, poursuivant sans cesse cette obsession de coloniser d'autres mondes, dans ce rôle de sauveur de l'humanité qu'il endosse régulièrement et avec lequel il joue volontiers. Mais au final, ne cherche-t-il pas plutôt à sauver cet enfant qu'il a été, ce gamin frêle qui se sentait terriblement seul ? Elon Musk est-il autant conscient de son ombre, de son mode démon dont on parlait tout à l'heure, qu'il ne l'est de cette part de lumière ? Espérons que lui-même soit bien conscient de ses propres failles, surtout quand on sait que cet homme est parfois plus puissant que certains États. Dans le prochain chapitre, nous laisserons le petit Elon pour aller voir du côté du jeune entrepreneur Musk, qui, malgré son talent, sa force de travail et de réflexion, n'aime décidément pas partager son pouvoir. En tout cas, j'espère que cette première partie vous a plu les terriens et que peut-être elle répond déjà à certaines de vos questions. Et si c'est le cas, eh bien merci de partager cette vidéo, de la commenter et de mettre un pouce en l'air afin de faire savoir à l'algorithme de YouTube que vous soutenez notre travail. On se retrouve dès lundi pour le On se le demande consacré à la culture spatiale et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Salut les terriens!